Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis. Nous sommes heureux de vous accueillir. On peut écouter Parents et amis sur gillesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Balado de Apple et le canal YouTube. On dit de lui, aidé de son équipe et de ses robots, qu'il scrute tout, qu'il sait tout, qu'il voit tout. Monsieur Influence Communication en personne, Jean-François Dumas, qu'on retrouve au bout du Clean Feed, à l'autre bout de l'Avent. Bonjour Jean-François, comment ça va? Ça va et toi? Absolument, très content de te parler. Ça fait un petit bout. Tu commences à faire de la moto? Oui, tranquille. Mais écoute, depuis 2 semaines, il aurait fallu que j'y aille avec un coat d'hiver. Fait que je faisais pas assez chaud. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu frais. Puis dans les derniers, heureusement, le soleil est revenu. Parce que les dernières semaines, j'aurais même pas été surpris d'entendre des tunes de Noël à la radio tellement que faisait froid, tellement que c'était saisissant. Ça fait que la moto est restée dans le garage. Oui, c'est ça. Puis en même temps, quand je regarde les nouvelles, c'est 4-5 morts par fin de semaine, ça me tanne un peu, hein? Oui, c'est ça. Mais écoute, c'est pour ceux qui font de la moto, ils vont savoir de quoi je parle. C'est quand tu conduis une moto, tu peux pas amener tes problèmes avec toi. Il faut tellement que tu sois concentré juste pour survivre, pour éviter pour s'assurer que les gens te voient parce que les gens ne te voient pas en moto. Ouais. Alors, ceux qui sont distraits sont dangereux en automobile, pas en moto. Je sais pas si tu es d'accord, Jean-François, pendant qu'on parle de ça, puis que l'été s'en vient vraiment de façon plus officielle. Moi, je dis à mes amis qui veulent l'entendre et qui veulent me comprendre que depuis que j'ai fait mes cours de moto, qui ont pris 1 an et demi. Et depuis que je roule en moto, ça fait près d'une dizaine d'années, parce que j'ai commencé ça assez tard, autour de 50 ans, j'ai dit, je suis assurément un meilleur conducteur. Hey, c'est-tu drôle? Parce que... Tu penses la même chose? Oui, je dis souvent la même affaire. Depuis que j'ai suivi mon cours de moto, je suis bien plus attentif à n'importe quoi autour de moi quand je conduis en auto. Donc, je suis un bien meilleur conducteur automobile depuis que je... Parce que le cours de moto te sensibilise au fait qu'en moto, les gens ne te voient pas. Ouais. Les automobilistes, ils cherchent des grosses affaires. C'est normal qu'on fait un contact visuel avec les grosses masses, c'est-à-dire les autos, les camions. Ouais. Mais les motos, les vélos, n'importe quoi qui est tout petit, ouais. on les voit pas ou très peu. Et quand tu suis ton cours de moto, tu changes complètement ta façon de conduire. C'est fou. Et la plupart des gens à qui je parle, qui sont... Moi, je te dirais que je suis content d'avoir cet âge-là aussi. À 20 ans, on est plus insouciant à bien des égards. On travaille jusqu'à temps qu'on soit rendu au bout. Je me suis déjà endormi au volant. Donc, le médecin m'avait dit, tu avais une chance sur 2 de mourir. Tu as eu cette chance-là, réessaye-le pas. Fait que, tu sais, avant, tant qu'on n'est pas tombé de fatigue, fait que, tu sais, on se sent invincible un peu. Mais en moto... Moi, je suis persuadé que tu es pareil. J'arrive à une lumière. Quand ça tourne jaune, j'hésite même pas, je freine. Jamais je passe une jaune-orange, comme on dit. Et même quand c'est vert, j'attends une demi-seconde, des fois 2 secondes avant de partir parce qu'il y a toujours quelqu'un qui passe à rouge. Puis s'il passe à rouge, même s'il est en tort, il va dire « Ah, excuse-moi, je suis en tort. » Non, c'est parce que tu me rentres dedans, moi, je suis mort. Je peux pas me permettre. C'est pas pour rien que les gens qui font des motos, les gens qui font de la moto, quand tu fais un accident, habituellement, tu fais juste un accident en moto dans ta vie. Oui, un gros, oui. Arrête. Ça peut arriver un accrochage, mais en même temps, c'est vrai que le plus fréquent, c'est des accrochages à basse vitesse, mais tu fais couper, on sait c'est quoi. Là. Fait que tu sais, je veux pas faire peur au monde, mais j'ai eu quelques bons conseils de gens qui sont là-dedans, puis ils m'ont dit, au lieu de mettre des poignées chauffantes, des sièges chauffants, puis de 2000 bebelles sur ta moto, mets-toi des lumières plus larges. Parce que quand les gens regardent dans leur rétroviseur, si tu as juste, l'exemple, c'est mettons une vieille moto de 1982 que tu as remontée, puis qui a juste sa petite lumière à moitié éclairante dans le centre. Les nouvelles motos, tu as vu, c'est du LED, puis c'est quasiment 1,5 pied de large, 3-4 lumières en avant. C'est ça qui fait la différence, puis moi, je le crois. Et tu sais, Gilles, je vais te dire quelque chose probablement... On est en train de faire peur au monde. Non, mais c'est tellement le fun de faire de la moto. C'est pour ça que je dis ça. Moi, je donne des conseils qu'on m'a donnés parce que j'ai un plaisir à faire ça. Puis c'est une des seules choses, Jean-François, à moi de moi. Là. J'embarque sur ma moto, je m'en vais, puis je fais pas 15 000 autres activités personnelles. Mais celle-là, j'aime ça. Et je vais dire quelque chose de très impopulaire probablement, mais pour moi, se faire entendre quand tu es en moto, ça fait partie de la sécurité. Et c'est pour ça que j'aurais pas des règles. Si c'est moi qui faisais la loi, je ne réglementerais pas de façon sévère le niveau sonore des motos parce que ça t'aide à te faire voir, à te faire remarquer. Le fait, pas pour le kick, mais pour ta sécurité. Quand tu arrives en moto puis ton moteur fait du bruit, ton silencieux fait du bruit, ben ça aide à te faire voir, à te faire entendre, puis à te faire remarquer et des fois peut-être à sauver ta vie aussi. Oui.
Il s'agit que ça soit pas trop fort, que ça soit pas exagéré. Écoute, on va parler... On a deux grands sujets aujourd'hui d'intérêt. On va parler de l'internationalisation des infos, les propos sur l'immigration qui sont de plus en plus fréquents, la globalisation. On en parle depuis 10, 15, 20 ans, tout est global. Les téléphones nous ont rapprochés. Toutes les applications Snapchat et les autres nous ont rapprochés aussi en communication. Mais ce que tu as le goût de faire, c'est de dire, attention, faisons exactement le contraire. Parlons donc de l'information proche de nous, autour de nous, l'information locale et l'importance qu'elle peut avoir et le danger qui la guette. Tu sais, on est influencé, comme tu le dis, de plus en plus par l'information internationale, par ce qui se passe ailleurs dans le monde, notre interrelation avec les autres pays, les autres économies, mais notre identité propre, notre influence directe, notre sentiment identitaire, il est local. On pense international, mais on agit localement et c'est fondamental dans nos vies. Et le paradoxe, Gilles, dans tout ça, c'est que depuis 20 ans, l'information locale au Québec fond comme neige au soleil. Année après année, on diminue notre information locale et ça a un impact. C'est fondamental. Et plus que ça, ce qui me dérange beaucoup, c'est je vois pas de politiciens qui s'insurgent, qui s'inquiètent. Tu sais, le Québec est mal fait dans le sens que c'est grand, le Québec. Oui, c'est grand. Pour la population qu'on a, on n'a pas une grande densité. Si on compare à l'Europe, ça n'a rien à voir, c'est ça. Exactement. Et là, on s'inquiète depuis de nombreuses années parce qu'il y a de moins en moins de services dans les différentes régions, parce qu'il y a moins de monde. Mais quand il y a moins de médias, ben on s'intéresse moins à ces régions, aux régions. Tu sais, n'importe quel politicien honnête te dirait que le matin, en se levant, il fait deux affaires. Il va lire sa plus récente revue de presse et son dernier sondage quand il y en a un. Et donc, s'il y a un enjeu, les médias n'en parlent pas, tu tombes dans l'indifférence. Et ce qu'il y a de plus évident là-dedans, c'est que quand j'écoute à RDI, la tournée des régions, en 2 minutes et demie, tu fais le tour de 17 régions, t'es mieux de pas bégayer parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour toi. Et ça démontre qu'on est en train de tomber dans l'indifférence ou encore, comme région, si tu veux pas tomber dans l'indifférence, tu tombes dans la provocation. Québec, vous en avez été un témoin, vous avez eu un Régis Labaume qui n'hésitait pas à provoquer les politiciens à Québec. Le maire de Saguenay l'a fait pendant des années aussi. Si tu veux pas tomber dans l'indifférence, il fallait que tu tombes dans la provocation. Et le problème, c'est qu'on est en train d'oublier progressivement, petit bout par petit morceau, tout ce qui se passe en région au profit des nouvelles nationales québécoises étant les nouvelles de Montréal. J'ai de la misère, tu vas m'en parler parce que avec tes robots et avec ce que vous faites comme analyse, vous le voyez, j'ai de la misère à voir qu'il n'y ait pas du tout d'intérêt. Mettons que la personne de Bécomo, de Sept-Îles, de Port-Cartier ou quelqu'un de Rimouski n'a pas d'intérêt pour sa communauté. Le problème, moi, ce que je vois, c'est que même quand j'étais à la radio, puis dans les 25 dernières années, on voyait graduellement, on appelait ça Montréal, la planète, on disait graduellement, l'information s'en va vers centralisée vers la tête de réseau, les réseaux. Et il y avait des raisons, mais c'était presque toujours, Jean-François, des raisons économiques. Tu prends une personne qui est capable de très bien faire une animation, tu la mets la nuit dans 11 stations, tu viens de sauver 10 salaires, tu comprends? Fait que moi, j'étais pas, comment dirais-je, je comprenais ce qu'il faisait, mais je me disais, y a-t-il quelqu'un qui s'intéresse à savoir si ça a de l'impact sur la communauté, sur l'information, sur la participation citoyenne? C'est sûr que ça a des impacts. C'est un peu ça que tu veux nous dire aujourd'hui. Ben oui, puis je me souviens, écoute, dans les années 90, il y avait beaucoup de stations indépendantes, des stations de télé, des stations de radio. Et je me souviens, j'avais vu un reportage qui m'avait beaucoup frappé. Au début des années 90, Radio-Canada avait fait un reportage sur la mise en réseau des médias et leur impact. Et tu voyais, pour illustrer ça, tu avais un pêcheur en Gaspésie à travers la glace l'hiver qui pêchait. Et pour se désennuyer, il écoutait la radio. Et en plein milieu du bois, en plein milieu de nulle part, il y avait un bulletin de circulation qui disait que le pont Champlain à Montréal était bouché. Et là, ça dit tout, hein? Ça dit tout pareil. Là, je me disais, un jour, on va l'avoir dans le front, on va avoir le ressac de ça. Puis on l'a aujourd'hui parce que on est en train de McDonaldiser l'information de Gaspé à Gatineau, c'est la même affaire partout. Et gardez en tête tout le monde que l'impact du média localement, tu sais, quand on prend localement ce qui se passe à Québec, à Gatineau, on prend ce qui se passe à Gaspé, les médias, c'est sûr qu'ils se concentrent sur ce qui se passe localement, mais il y a de moins en moins de médias locaux. En plus. Il y a 10 ans, il y avait 200 hebdos au Québec, il n'en reste pas 40 aujourd'hui. Il y a moins de radio, il y a moins de télé, il y a moins de journalistes, il y a moins de nouvelles, et il y a moins d'intérêt de la part des médias réseaux pour ce qui se passe localement. Je te mettrai au défi, toi, de me parler des grands enjeux de Bécomo aujourd'hui, parce que tu n'entends pas parler. Non. Et
Mais eux là-bas, mettons, c'est question de curiosité, ceux qui sont à Bécomo, ils ont-ils encore un lien avec leur information, outre le perron d'église qui existe moins en plus, mais est-ce que c'est des petits regroupements juste, mettons, genre Facebook, des groupes de... Comment ils ont l'information locale? Parce que beaucoup moins de journaux, beaucoup moins de radios locales, puis souvent, la seule nouvelle locale, c'est ton petit journal régional qu'on consacre dans le Publisac. Fait que, tu sais, il y a ce qui en reste pour ceux qui sont sur place. Moi, à Québec, j'entends pas parler de la Côte-Nord, j'entends pas parler de la Gaspésie. Mais eux, sur place, est-ce qu'ils sont couverts ou pas? Bien, localement, souvent, dans des petits marchés, il te reste une station locale ou des fois une station communautaire ou un hebdo qui est tombé sur Internet avec peu de moyens, puis donc peu de commanditaires. Et tout ça fait en sorte qu'on appauvrit le contenu local. Et on a découvert, Gilles, avec les années, c'est quoi l'impact de ça? Et ça me jette à terre. On a découvert, d'abord, les deux régions qui font le plus d'informations locales, toute proportion gardée. La région Reine, c'est la région de Saguenay. Et la deuxième région qui fait le plus d'informations locales, toute proportion gardée, c'est Québec. La ville de Québec, OK. Oui. Et comme par hasard, ce sont les deux régions où on va le plus voter quand il y a des élections municipales. Oh, il y a un lien, donc, entre l'info et la participation. J'aurais tendance à le croire. Alors, ce qu'on a fait, on est allé à l'autre bout du spectre et on est allé voir les deux régions où on fait le moins de local. L'avant-dernière, presque la pire, c'est Gatineau. Et la pire des pires des pires, étonnamment, c'est Montréal. Parce qu'à Montréal, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'hôtel de ville. On ne s'intéresse pas à ce qui se passe au coin de la rue. À Montréal, on parle de ce qui se passe au Québec. C'est l'information nationale, pas nationale canadienne, mais nationale québécoise, l'information politique, ce qui se passe avec François Legault, la pandémie, l'économie, mais ce qui se passe localement au coin de la rue à Montréal, la région où on est le moins bien servi en termes d'information locale, c'est à Montréal. Et imagine, quand tu es en banlieue de Montréal, là, c'est encore pire. Mais quand on décide à Montréal de parler de Montréal, ben là, on va écœurer le Québec en entier avec l'inauguration du métro de Laval pendant 3 semaines. Et là, ça va être le sujet numéro 1. Sais-tu que c'est, Jean-François, je pense que ça doit être un problème des deux côtés. Quant au Québec, prenons LCN et RDI, parce que c'est essentiellement les grands transporteurs de nouvelles là, qui sont regardés. Quand on a parlé, même moi qui étais à Québec, le Christie troisième lien, j'étais tanné d'en parler, ça devenait ridicule. Puis même eux autres s'excusaient quand ils faisaient, mettons, quand ils allaient, parce que toutes les émissions maintenant à RDI et à LCN ont leur panel, 3-4 personnes qui viennent commenter, puis tout ça, qui permettent aux gens d'avoir une idée, parce qu'une idée pas chère, hein, t'as pogné à la TV. Je pense comme lui, il m'a dit la même affaire. Mais ce qui est frappant, c'est que quand eux autres parlent beaucoup du troisième lien, je suis persuadé que la plupart des gens à Montréal ont été écœurés d'entendre parler. Si nous autres à Québec, on l'était. Puis d'autre part, quand on parle beaucoup de Montréal, ça écœure tout le Québec, comme tu disais. Puis probablement qu'il y a des gens de Montréal qui trouvent qu'ils ne parlent pas assez de Montréal, parce que quand on parle de Montréal, tu sais, encore une fois, on ne peut pas réinventer la roue, Jean-François, mais quand on va parler du bas du fleuve, on va parler de la Gaspésie quand il y a un gros accident, quand il y a 7 morts, quand il y a quand il y a vraiment quelque chose de majeur qui est souvent lié aux faits divers. Mm-hmm. Et l'impact de ça, c'est qu'on finit par perdre contact globalement avec des régions. On a l'impression que... Parce que les gens qui nous écoutent, ils pensent que les médias sont un reflet des gens à qui ils parlent. Et c'est de moins en moins vrai. C'est ça le problème. Ouais. C'est qu'en McDonaldisant le contenu, en montréalisant l'ensemble des médias québécois, ben, tu perds toutes les particularités régionales. Donc, les médias ressemblent de moins en moins aux gens à qui ils parlent. Et c'est pas pour rien qu'à un moment donné, on dit « Hey, qu'est-ce que c'est ça, un Rainbow Gauthier qui sort dans l'espace public? » D'où il sort, lui? Ben, il existe depuis longtemps, mais c'est parce qu'on s'intéresse pas à toutes les régions du Québec. Et c'est pas juste propre au Québec. Si les CNN de ce monde avaient été un juste reflet de toutes les couches de l'Amérique, on aurait vu venir Donald Trump bien avant qu'il soit élu en 2016. Ça a été une grande surprise. Pourquoi? Parce que les grands médias ne représentaient pas l'Amérique profonde, ne représentaient pas toutes les couches de l'Amérique. Et dans une plus petite échelle, on vit exactement la même chose au Québec. On perd plein de réalités qui se passent en région parce que on a l'impression que les médias devraient nous ressembler, qui nous ressemblent. C'est de moins en moins vrai. La preuve, c'est que à Québec, juste la région de Québec, il y a 5000, en moyenne, il y a 5000 immigrants par année qui arrivent dans la région de Québec. Quand tu écoutes la radio, il n'y a pas ben de monde avec un gros accent à la radio ou à la télé à Québec. Non, il n'y a pas de représentation, c'est sûr. Il n'y en a pas. Et à Montréal, c'est à peu près la même chose aussi. Donc, les médias représentent de moins en moins
notre écosystème. Et encore une fois, c'est toujours se souvenir que si t'es pas dans le Kodak, t'existes pas ou t'existes moins. T'es moins présent. Les gens pensent que n'importe quel phénomène de société son importance est directement proportionnelle à sa médiatisation. Donc, quand les médias en parlent peu, en parlent moins, ça n'existe pas. Si les médias parlent pas des problèmes en Gaspésie, ils parlent pas des grands enjeux sur la Côte-Nord, ben, les politiciens s'y intéresseront pas, ils vont avoir moins d'intérêt de la part de la politique, donc moins de support, moins d'appoint, moins de développement, moins d'argent. Parce qu'on s'en sac. Ultimement, si on n'en parle pas, on s'en sac. Et si on s'en sac, on va isoler des régions. Puis à ce compte-là, ben fermons toutes les régions puis déménageons toutes à Montréal. Mais dans le fond, ce qu'on peut se dire des fois, peut-être à tort probablement, c'est que si on n'a pas les moyens de faire de l'information en région, la première place qui est coupée, c'est quoi? C'est les régions. On va couper moins à Montréal et à Québec que dans les autres régions. Fait que tu sais, c'est comme la boule qui tourne. Si tu nourris pas la bête, ben, à un moment donné, il y a moins de monde. Combien de jeunes qui ont la chance même d'aller commencer en région, comme on faisait à la radio dans le temps, ou les journalistes locaux? Y a-t-il encore des journalistes locaux un peu partout au Québec? Pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de moins en moins. Puis si on veut garder les régions, Gilles, je pense qu'il faut politiquement avoir la volonté et se donner les moyens d'exister. Et avoir les moyens d'exister, c'est pas juste des subventions pour des emplois. On a besoin d'avoir des médias. On a fondamentalement. Tu peux pas servir la Gaspésie ou l'Abitibi avec les médias à Montréal. C'est pas vrai. Ça marche pas de même. Même si les médias de Québec sont bien bons, vous pouvez pas servir la Gaspésie à partir de Québec. Vous n'êtes pas le reflet de ce qui se passe en Gaspésie. Et en Gaspésie, il y a de moins en moins de monde, de moins en moins de médias. Et ce qui m'inquiète, je reviens à ce que je disais au départ, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas d'inquiétude politique, il n'y a pas de politiciens qui prennent le bâton de pèlerin et qui crient « Hey, faut faire de quoi? » Puis voici les solutions, voici comment on va aider les médias. Et donc, il faut investir des sous, mais également avoir une volonté de continuer à supporter les médias. C'est pas juste parce que c'est cute, on n'a pas le choix. Si on veut avoir des régions qui existent encore, ça nous prend des médias locaux et du monde pour alimenter les médias locaux. Puis, dans le fond, la solution, là, tu parles d'une solution qui pourrait être économique et politique, mais est-ce que les autres se disent, c'est comme la saucisse high grade, moins on en donne, moins les gens en veulent? Tu sais, dans le fond, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'élèvent, qui ont un impact ou qui ont le temps de s'occuper de ça. Tu sais, puis on le voit bien que faire des manifs, là, juste si on faisait une manif à Québec pour dire on veut des informations régionales, il y en a peut-être, là, mais tu comprends que ça n'aura pas un impact majeur. Là. Et comment retourner le bateau? Ça prend des politiciens avec une vision. Et ça, je pense que c'est pas, les gens comprennent pas, nos politiciens comprennent pas l'importance des médias dans les régions, le rôle sur la société. Tu sais, la démonstration que je t'ai faite tantôt sur l'implication du citoyen qui va voter, on en a la preuve par 4. Donc, quand moi, je te parle de ce qui se passe dans ta région, tu t'y intéresses plus. Si tu t'y intéresses plus, tu t'impliques davantage dans le processus démocratique, tu t'impliques davantage dans ton économie, dans l'aspect social et communautaire. Si j'en parle pas, ça n'existe pas. Tu te désengages, tu te démotives. Après ça, on dit, ben ouais, mais les gens s'y intéressent pas. Ben, je comprends, on n'en parle pas. Comme tu le dis, c'est le principe de la saucisse high grade. Mais il faut absolument, comme politicien, comme gouvernement, avoir une vision puis dire, il faut investir des efforts, de l'argent, de l'énergie et encourager non seulement les médias à exister, mais également les gens à continuer de consommer leurs médias locaux. On a une occasion extraordinaire de faire un pas vers une autre préoccupation. Je dirais un enjeu extrêmement important, d'une certaine façon extrêmement excitant à mon avis, mais tout à fait autant apeurant, c'est l'intelligence artificielle, le fameux ChatGPT. Puis d'entrée de jeu, je te dirais, à ta connaissance, parce que vous êtes très bien placé pour savoir chez vous, Influence Communication, l'intrusion puis l'addition des observations liées à ChatGPT. Est-ce que c'est déjà en fonction? Est-ce que ça sert déjà pour, par exemple, les nouvelles régionales ou, j'allais dire, remplir des trous, c'est un peu négatif, mais tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'on l'utilise déjà? Je sais que nous, on est en train d'étudier toutes sortes de façons de l'intégrer. On n'a pas le choix, on s'en va dans cette direction-là. Mais dans votre cas, je me dirais, ça pourrait même vous menacer d'une certaine façon. Fait que t'es bien mieux de travailler en se disant, voici, on va aller chercher ce qu'il y a de mieux là-dedans. Oui, on cherche des façons de pouvoir l'intégrer dans nos activités courantes. Okay. Et je te dirais qu'on a même déjà développé, on a un guichet automatique qu'on vient de développer qui s'appelle le système Topo,
qui est un guichet, je suis une petite blague, là, mais le système qui permet aux relationnistes... Ça m'intéresse, un système. C'est quand tu as de quoi de nouveau, pourquoi pas? J'aime ça savoir ça. Système topo, c'est ça? Oui, le système topo, c'est que, tu sais, nous autres, on fait de la surveillance des journaux, le web, les réseaux sociaux, mais aussi la radio-télévision. Et les relationnistes qui sont à leur compte ou qui travaillent dans des agences, qui veulent eux-mêmes faire la revue de presse, qui veulent pas faire affaire avec nous autres, on a fait un guichet automatique pour qu'ils puissent venir piocher dans notre base de données, entrer dans nos robots, dans l'arrière-boutique d'influence, de venir ramasser tout ce qu'ils veulent, puis après ça, de livrer à leurs clients, de dire « Regarde, j'ai lancé ta nouvelle quincaillerie, voici tout ce qui s'est dit en radio-télévision. » Même s'il y a des podcasts en ligne, tu n'as pas l'intégralité du contenu. Nous autres, on l'a parce qu'on le surveille. Ouais. Alors, fait que dans le fond, le relationniste qui, lui, il va entrer, il y a un frais fixe par mois, puis il rentre, puis il vient ramasser toutes les données, il fait des copier-coller, envoie ça à son client. Donc, on se sert... On permet aux gens de pouvoir accéder eux-mêmes à travers toute une série de processus d'intelligence artificielle. On applique ça. Ensuite, on l'applique aussi au niveau de la reconnaissance vocale. Il y a différentes façons qu'on l'intègre. Et les médias, en général, on le voit de plus en plus. Il est possible de remplacer des jobs avec l'intelligence artificielle. Il y a des médias qui peuvent faire écrire des articles, des reportages. J'ai même vu récemment, il y a à peu près 2 semaines, un bulletin de météo. Au début, si l'article ne le disait pas, t'aurais jamais vu, puis c'était à la télé, là. Si l'article ne le disait pas, t'aurais jamais su que c'était de l'intelligence artificielle. Ça aurait pu méprendre à peu près n'importe qui, c'est ça que tu dis? Tout le monde aurait pu se faire prendre? La fille a l'air d'une vraie fille, puis elle parle intelligemment, puis elle présente le bulletin de météo, puis tu ne saurais pas que c'est un robot. Tu ne saurais pas qu'elle n'est pas vraie. Et on s'en va là, dans cette direction-là. Il y a tellement de possibilités, Jean-François. En même temps, moi, je pense ce qu'on peut vraiment plus dire depuis l'évolution scientifique des communications et de l'intelligence artificielle, on peut voir ça avec le début du téléphone intelligent. Ça a tellement évolué. Ouais. T'aurais dit, toi, Jean-François, en 2002, à quelqu'un, prochainement, tout le monde va avoir un téléphone, ils vont s'appeler partout dans le monde sans frais sur leur système, puis ça va être l'image, le son, tu vas pouvoir enregistrer, envoyer des extraits sonores. Quelqu'un t'aurait dit, prends une gorgée, là, ça se peut pas, là. Pourtant, on est rendu là. Fait que moi, il n'y a jamais que tu vas m'entendre. Je suis certain que Jean-François Dumas d'Influence Communication ne dira jamais « ça se peut pas ». Il n'y a plus de « ça se peut pas ». Là. Ça va tellement... Il y a tellement de milliards mis sur l'intelligence artificielle. Puis le fameux 6 mois qui ont dit « il faudrait slacker » il n'y a personne qui va respecter ça, à mon avis. Là. Finalement, je pense qu'on n'a peut-être rien vu dans le développement de ça. On n'a rien vu et c'est surtout au niveau de l'application. Puis là, on parle de ChatGPT, mais il y en a beaucoup d'autres. Ben oui. Il y a beaucoup d'outils qui existent en ligne. Il suffit de faire des recherches. Ouais. C'est tout simple et c'est inquiétant de savoir. Tu sais, on parle beaucoup de l'anxiété face à l'environnement, mais moi, je pense qu'on va assister de plus en plus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à l'IA anxiété. C'est-à-dire que les gens vont commencer à s'en faire, de dire, c'est quoi l'influence sur notre vie? Comment ça peut, est-ce qu'il faut se mettre à douter de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, de ce qu'on entend? Le job est-tu en danger? Quel genre de questions qu'on va se poser? Oui, ben oui. Je pense, puis on lit des affaires, dans les prochaines années, dans les 5, 10, 15, 20 ans, il y a au moins 80% des emplois, pas qui vont se perdre, mais qui vont être transformés à cause de l'intelligence artificielle. On a l'impression que le phénomène est nouveau. Mais écoute, je me suis amusé à faire une recherche toute simple dans les bases de données des dernières années, journaux, radio, télévision. Quand on prend les 5 dernières années, 43% de tout ce qui s'est dit sur l'intelligence artificielle, c'est en 2023. Je te ferai remarquer qu'on est juste au début du mois de mai. Ben voyons donc. OK. Donc, il y a une accélération extrêmement rapide là, dans les derniers mois. Ben oui, c'est la saveur du jour, c'est la préoccupation du jour. Ouais. Et on est encore au tout début. C'est un peu comme, je te dirais, quand on a découvert Internet. Ça me fait beaucoup penser à ça. Quand on a découvert Internet et le web. Et quasiment sur l'acide, dans le sens où ça va beaucoup plus vite. Parce que l'Internet a eu le temps de... Je te dis pas que ça développait pas vite, mais mettons de 95 à 2000, mettons, ça a été plus... Ça développait, mais c'était lent. Puis à un moment donné, ça s'est mis à accélérer. Sauf que là, ChatGPT, comme toute l'arrière... en fait, toute l'arrière-cour, l'arrière-système est là. C'est épouvantable, la vitesse. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je vais te donner un exemple sonore que j'ai. Je fais des participations avec Jeff Fillion à Radio Pirate le jeudi. Ouais. Puis, à un moment donné, il parle à toutes sortes de monde dans le monde. Tu sais, c'est ouvert. Puis, il y a un geek qui correspond, Alex, qui correspond avec lui. Puis, il dit, regarde, je vais te donner un exemple. Il dit, puis ce qui est très drôle, c'est que tu seras en mesure de juger, mais il dit, ça, là, j'ai fait ça, j'ai pris 4 ou 5 secondes de la voix de Donald Trump et j'y ai donné un texte à lire.
Puis il dit, c'est sûr que c'est pas parfait, puis on n'est pas encore dans une précision grande, mais je veux juste te faire noter ce qu'on va écouter, que ça a été fait avec 5 secondes d'extrait, pas 3h30 de texte. Là, tu sais, c'est pas comme dans le temps où on faisait un montage avec des mots qu'on allait coller, puis ça paraissait épouvantable. Ouais. C'est pas parfait, mais imagine, aujourd'hui, on nous dit, écoute, j'ai fait ça vite sur le coin de la table, puis regarde ce que ça donne. Donc, le texte, évidemment, est fait pour promouvoir l'émission de Jeff, mais la voix de Donald Trump, 4-5 secondes d'extrait, on a mis ça ensemble, puis écoutons ensemble ce que ça donne. T'es-tu prêt? Allons-y. Oui. Who is Jeff? I don't know Jeff personally, but I'm told he's a great guy. That's right. Yes, he's one of the great ones. He's the host of Radio Pirate, one of the best podcasts out there. Not like that pussy Howard Stern. Oh, no, he's a tough one. I heard he plays golf and loves to move around dirt in his excavator. He's smart, just like me, great minds. And I think you will love to listen to him. RadioPirate.com is where you must go. Tu vois? Tu sais, ça a été fait vite, mais moi ça, personnellement, tu sais, moi qui ai fait le zoo, la jungle, avec des montages qui nous prenaient 9 heures à faire pour faire 3 minutes, quand on me dit j'ai pris 5 secondes bon, certains vont dire la voix est un peu plus rapide, mais ça coupe pas tant que ça, c'est pas, c'est assez fluent. Fait que moi, je me dis, là, on est dans un début. Imagine-toi. Alors là, ce qui est intéressant et apeurant, Jean-François, c'est les méprises qui vont arriver. Puis déjà, les problématiques sont là depuis quelques années, pas juste avec le chat GPT, mais le copiage au secondaire, au cégep et à l'université, c'est un réel problème pour les professeurs, pour la correction. Tu es d'accord? Ça, c'est un problème actuel. Puis pour l'information, ça va être pareil. On a eu la période de fast news, comment on appelait ça dans... Les fake news. Excuse, les fake news avec Trump, entre autres, qui a été parlant de Trump. Mais tu comprends-tu que là, moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on va être capable de façon évidente? Est-ce qu'il va y avoir des avertissements qui vont nous dire attention, ça a été modifié? Est-ce qu'il va y avoir des logiciels qui vont être là pour nous dire oh, ça a été retouché? Parce que tu comprends qu'on va en arriver à douter d'à peu près tout. Non? J'ai hâte. Non, mais écoute. T'es un peu malade, toi. T'as hâte de quoi? De voir le chaos? non, mais j'ai hâte que, comme citoyen, tu sais, parce que là, ce que tu dis, tout le monde le dit. C'est une préoccupation. Tout le monde est inquiet. Je fais une chronique avec du Trisac. Oui, Benoît. L'autre semaine, je parlais d'intelligence artificielle, puis je dis, hey, j'ai demandé à ChatGPT, c'était qui Benoît Dutrisac? Fait qu'il me parlait de sa carrière. Et ChatGPT me dit, Benoît Dutrisac est aussi l'auteur du livre La fin de l'homosexualité et le dernier gay. Là, il part à rire. C'est quoi ça? Ben, c'est pas toi qui as écrit ça, c'est Éric Duhem. Mais ChatGPT, il dit que c'est toi qui l'as écrit. Fait que, tu sais. Ouais. C'est pas parfait, on est d'accord. Non seulement c'est pas parfait, mais il faut être sceptique face à ce qu'on voit, face à ce qu'on lit. Il faut toujours l'être. On ne l'est pas encore assez aujourd'hui. La preuve, c'est que les gens qui republient des liens sur Internet, dans les réseaux sociaux, 77% des liens qui sont republiés, les gens n'ont même pas lu ce qu'il y avait là où ça allait. Puis après ça, les gens c'est pas très rassurant, là, Jean-François. C'est pas rassurant. C'est pour ça que je ris en me disant, il est temps qu'on se réveille collectivement, qu'on se responsabilise. Parce que même si on a des lois qui réglementent l'intelligence artificielle, même si on essaie de l'encadrer, d'être plus sévère, ultimement, la responsabilité ultime, là, c'est toi puis moi. Ça va être d'être sceptique par rapport à ce qu'on voit, de se poser des questions. Puis des fois, à un moment donné, c'est pas parce que tu le vois sur Internet que c'est vrai. Moi, je dis tout le temps aux gens, même à mes enfants, aux gens autour de moi, quand il y a une grosse affaire, tu vois, sur Internet, mais que aucun média traditionnel n'en parle, sois sceptique. C'est probablement parce que c'est pas vrai. Sais-tu, Jean-François, quand j'ai dit à ma blonde qu'on allait parler ensemble, qu'on allait faire une mise à jour des sujets d'actualité et tout ça, puis je parlais de ChatGPT et tout ça, ma blonde était inquiète. Elle dit, Caroline, influence communication, ça peut... J'ai dit, sais-tu, moi, c'est exactement le contraire. Je me suis dit, une firme comme eux autres, moi, si je suis une compagnie comme Bell ou comme Hydro-Québec ou une compagnie internationale qui couche tard ou peu importe laquelle, je vais peut-être dire à M. Dumas, moi, M. Dumas, ce que j'ai besoin, là, c'est pas d'être inondé de nouvelles. C'est que vous m'envoyez des nouvelles 100% assurément non trafiqué, non tronqué, réel. Mais moi, je ne sais pas si tu vois ça comme moi, mais moi, je me dis non, voilà une occasion de se différencier à travers une mer d'informations douteuses ou inexactes ou difficiles à qualifier. Je pense que vous allez avoir des moyens, vous autres,
de faire ça. Fait que non, au contraire, des fois, à première vue, ce que je veux dire, c'est qu'à première vue, on peut dire « Hé, mon Dieu, tel job de... » C'est sûr que moi, si j'étais un employé qui faisait juste vérifier visuellement des rapports d'impôts manuels au ministère du Revenu, je serais inquiet. Parce que ça, c'est le genre d'affaires qui va se faire manuellement, automatiquement. Pour moi, c'est une évidence. Des jobs vraiment d'administration répétitive. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est la seule affaire qui, pour moi, est une évidence. L'avenir, en tout cas dans notre domaine à nous, l'avenir repose beaucoup sur ce qu'on appelle l'analyse à sa plus simple expression, c'est ce qu'on appelle la discrimination. Et je me souviens quand j'ai commencé, au tout début, là, dans les années 90, dans mon domaine, on amenait sur le bureau d'un décideur des revues de presse à peu près 1000 pages. T'sais, ça prenait 3 jours lire une revue de presse quotidienne. Si t'avais pas de bon sens. Et aujourd'hui, t'es des clients des clients de pointe, là, des caisses de dépôt, des grandes corporations foncières, qui, quand personne parle d'eux autres, on ramasse 3, 4, 5, 600 mentions par matin. Ben, la revue de presse, c'est vrai, la revue de presse du président n'a jamais plus que 20 pages. On lui dit, voici, à matin, pour être intelligent, pour rencontrer ton conseil d'administration, parler aux médias, parler à ton staff, tu as besoin de lire ces affaires-là. Et ça, oui, il y a de l'intelligence artificielle, mais il y a pas juste du hardware puis du software. Il y a aussi beaucoup de humanware, c'est-à-dire de l'humainerie, des humains, de l'intelligence humaine pour discriminer. Cette discrimination-là, un jour, l'intelligence artificielle va probablement venir supplanter ça, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut encore beaucoup discriminer puis savoir de dire qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. C'est pas juste des mots-clés, c'est du contexte. Et l'intelligence artificielle, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, je me dis, oui, indépendamment des lois et de la technologie, le jugement humain comme nous, comme consommateurs de nouvelles, comme consommateurs de réseaux sociaux est fondamental. Il faut arrêter de demander au gouvernement de réglementer, de tout faire à notre place. À la fin de la journée, nous autres, quand on est devant notre écran, on a une responsabilité, c'est de ne pas republier n'importe quoi et de ne pas croire n'importe quoi non plus. Est-ce que les enjeux sont connus? Parce qu'au moment où on se parle, en 2023, on est au mois de mai, puis les gagnants et les perdants potentiels, ça va sûrement bouger et changer, mais de ce que vous savez, Jean-François, qu'est-ce qui est identifié comme étant les gagnants presque assurés, puis les perdants, et surtout les enjeux les plus forts en société liés à l'intelligence artificielle? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et qui vont circuler. Mais ça existait avant, dans le fond. Ça existait avant, ça va peut-être se multiplier, là, c'est ça? Non seulement ça va se multiplier, mais je veux dire, si ChatGPT le dit, les gens vont le croire encore plus que c'est Joe boîte à lunch. Tu comprends? Fait que de là, l'importance d'être encore plus critique. Donc, la gestion de la réputation des individus, des entreprises. Ensuite de ça, s'il y a quelque chose de faux sur toi, à qui tu peux écrire pour le changer? Oui, c'est vrai. Des fois, c'est difficile avec Wikipédia. Fait qu'imagine-toi quand tu arrives avec un affaire. Mais c'est qui ChatGPT? C'est-tu monsieur GPT? Ben non. C'est qui? Puis c'est qui est derrière ça? Est-ce que c'est un dérivé? Est-ce que c'est quelqu'un qui utilise un logiciel? Et tu sais, c'est ça. L'informatique, c'est rapidement, pour la plupart des gens, même si on utilise au téléphone cellulaire, même si on utilise les iPads, iPhone, tout ce que tu veux, rapidement, on est pris de court, là. Pour l'informatique. Oui. Et là, comme tu le dis, tu n'as pas un comptoir de service clientèle ChatGPT, bonjour, oui, il y a quelque chose de faux, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Tu n'es pas chez Canadian Tire. Là. Dans le fond, la source va être importante. Est-ce qu'on est capable d'établir la source de cette nouvelle-là? C'est ça. Ensuite, il y a le plagiat dans le monde académique, tu en as parlé tantôt. Écoute, soyons honnêtes, il y a un jeune qui nous écoute, là, qui n'a pas essayé de trouver des applications de ça pour ses travaux scolaires? C'est sûr. Y a-tu quelqu'un qui n'a pas essayé ça? Voyons donc. Et ça m'amène à une chose, et ça fait des années qu'on le dit, mais les analphabètes de demain, c'est pas les gens qui ne sauront pas lire. C'est les gens qui ne sauront pas utiliser ou reconnaître l'utilité de la technologie dans leur vie. Et c'est à quel point nos vies changent à cause de la technologie, c'est tellement vrai. Demain, là, les analphabètes, c'est pas ceux qui seront pas capables d'ouvrir un livre et de lire. Ouvrir un livre, et de lire. C'est les gens qui ne sauront pas appliquer ça à leur vie, reconnaître le vrai du faux, qui ne développeront pas leur sens critique. Plus ça va aller, plus ça va être l'analphabétisme collectif. Ensuite de ça, il va y avoir des pertes d'emploi. Ensuite de ça, le problème, c'est qu'on fasse une trop grande confiance dans l'intelligence artificielle.
Tu sais, à un moment donné, on se dit, c'est tellement vrai que peu importe ce qu'on va lire, on va le croire. Et ensuite de ça, comme je le disais tantôt, après l'éco-anxiété, il va y avoir l'intelligence, la IA-anxiété. On va le voir, c'est sûr que ça va apparaître. Ça va créer des stress sur la société. Et à un moment donné, on a tellement... Monsieur, depuis des années, on voit des films à un moment donné où on se bat contre l'intelligence artificielle, on se bat contre des robots, puis toute l'affaire. Ouais. On s'approche de ça. Il y a des films dont on s'approche, oui, pas à peu près. Oui, et ça, c'est inquiétant. Et c'est pour ça que je dis qu'on a une responsabilité collectivement et individuellement de développer un sens critique par rapport à ça. Ce qui est assez étonnant, puis on a un bon exemple, je pense que je veux t'amener sur quelque chose. Dans le fond, la société actuellement, à cause de la démocratisation de ce genre d'application-là, dans le fond, n'importe qui va sur Google, cherche pour avoir une application où il va l'essayer gratis pendant une journée ou deux, tout le monde peut, ceux qui sont intéressés peuvent le faire. Donc, le laboratoire, c'est la société, et c'est plus juste des recherches scientifiques, puis quand on est sûr des résultats, on arrive avec ça. Tu sais, on a même dit, moi, je suis parti à rire quand j'ai vu au téléjournal, écoutez, là, on va prendre un 6 mois de trêve, je trouvais ça intelligent, dans le fond, de réfléchir à ce qu'on va faire avec ça. Ça me faisait penser à bien des avancées où on se disait, quand on disait on peut faire des duplications de membres humains, une main, tout ça, est-ce qu'on veut vraiment aller jusque-là? Tu sais, oui, pour la peau, pour des grands brûlés, on est d'accord pour bien des choses, mais jusqu'à quel point on voulait pousser là-dedans, on s'est posé des questions, ça, c'est intéressant. Mais vois-tu, cette semaine, prenons quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Il y a une nouvelle qui a fait frémir, puis en même temps, c'était pas une grosse affaire, mais c'était juste qu'il y a bien des gens qui se sont élevés. La fameuse nouvelle qui viendrait d'une école qui disait « La fête des mères, la fête des pères, c'est fini, ça va être la fête des parents. » Oui. Tu as vu ça? Oui. Bon. Ça, c'est extraordinaire, parce que c'est exactement ce que l'on dit là. T'as-tu remarqué, tous les médias, tous les réseaux sociaux et tous les commentaires, les premiers commentaires, c'est... J'espère que c'est pas vrai, ça doit être un montage, ça doit être une fausse information. Puis là, la première chose que j'ai vue, moi, des gens, là, je te parle de gens qui sont vraiment des intervenants médiatiques très importants au Québec. Jean-François, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va regarder, voir si le logo en haut est fait, là, c'est croche. Je pense que c'est un logo qui a été croppé. Fait que tout le monde cherchait la problématique, la preuve que c'était faux. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que non, c'était pas faux, c'est juste une école, c'est pas l'ensemble du Québec. Le gouvernement est obligé de réagir. Mais imagine-toi, ça c'est une situation, c'était pas au plan moral puis au plan sociétal, on pouvait se questionner beaucoup là-dessus, là, parce que c'est un peu comme l'arbre de Noël, qu'on a enlevé l'arbre de Noël parce que ça faisait trop religieux. Tu sais, tu te rappelles, vous en avez parlé, puis tout le monde en a parlé, on se disait, voyons donc, moi je me sens pas insulté si quelqu'un a un arbre de Noël, je trouve ça juste beau avec des lumières, comprends-tu? Je vois pas l'attaque. Fait que l'exemple de cette semaine, père, mère puis parents, je trouve que c'est extraordinaire dans notre façon de réagir. Aujourd'hui, en 2023, on se dit, où est la crosse là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas cette affaire-là? Tu comprends-tu? Imagine-toi les prochaines semaines, les prochains mois. Et en plus, c'est que depuis quelques années, l'image de marque, la crédibilité des médias a été entachée pour toutes sortes de raisons, à tort ou à raison. Et là, on en arrive aujourd'hui, puis on demande aux gens, on encourage les gens d'être encore plus sceptiques par rapport à tout ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend. Et moi, depuis plusieurs années, à un moment donné, j'étais obligé d'admettre que dans la vie, si moi, je te dis une menterie aujourd'hui, je mens. Mais si on le répète 1 million de fois, ça devient un phénomène de société. C'est ça qui est inquiétant. C'est vrai. C'est vrai. Si on se compte une menterie aujourd'hui, bon, c'est un mensonge, les gens vont dire hey, c'est des menteurs. OK. Mais si tout le monde le dit, ça devient vrai parce que tout le monde le répète ad nauseam. Est-ce qu'il n'y a pas encore plus péril en la demeure pour les gens importants, entre guillemets, ceux qui sont le premier ministre, les ministres, des présidents de compagnie, des gens que l'on connaît et que l'on reconnaît par leur voix, par leur faciès. Tu comprends ce que je veux dire? Des gens très, très connus, des gens qui ont un impact et pour lesquels on pourrait détourner quelque chose. Puis tu sais, moi, j'ai joué dans ce film-là d'une certaine façon. Quand il y a de quoi qui est parti puis que tu as une vrille contre toi, avant de réagir, souvent, il est trop tard parce que c'est répandu. Tu comprends? Alors, quelqu'un, tu comprends? Donc, l'effet des médias et des médias sociaux qui multiplient la vitesse de transmission, est-ce qu'il n'y a pas là aussi, pour certaines personnes, un réel problème d'identité et de sécurité? Parce que à partir du moment où quelqu'un lance quelque chose de gros puis que tu as un semblant de vérité puis ça a l'air vrai, tu es d'accord? Bien, tu peux faire un tort épouvantable à des gens connus. C'est un fait. Puis des organisations, des entreprises, des marques de commerce, des petites entreprises qui risquent de disparaître, de s'effondrer suite à des choses comme ça. Oui, hein? Puis je me dis,
l'autre solution par rapport à ça, parce que oui, le problème est là, mais une des solutions aussi, je pense que ça a toujours été comme ça, mais c'est plus vrai que jamais, c'est d'encourager les gens à diversifier leurs sources d'information. Oui. C'est-à-dire de lire plus qu'un journal. D'abord, premièrement, quand je donne des conférences, je rencontre des gens. Il en reste moins, ça va plus vite. Oui, pas drôle à dire, mais il en reste moins de journaux, là. Tu as raison, mais en même temps, quand je donne des conférences, je dis aux gens, vous n'avez pas le droit de critiquer un journal si vous ne l'achetez pas. D'abord, si vous ne l'achetez pas, vous ne le lisez pas, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Fait que tu n'as pas le droit de critiquer un média que tu ne consommes pas. Premièrement. Deuxièmement, c'est que les médias ont des tendances différentes les uns des autres, d'une région à l'autre, d'une langue à l'autre. Et si tu veux vraiment être intelligent dans la société, lis plusieurs sources, lis plusieurs médias et change tes sources d'information pour avoir des points de vue différents, de lire de temps en temps un journal français, un journal de l'Ouest canadien, d'essayer de diversifier. Tu vas avoir des différences. Et ensuite de ça, ça va te permettre de développer un meilleur sens critique par rapport aux médias, de façon générale par rapport à l'information. Et aussi, encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et toutes les faussetés qu'on voit apparaître et qu'on va voir apparaître dans les prochaines années, ben ça permet d'avoir un meilleur frein par rapport à la fausse information qui va être propagée. Ce qui est drôle, c'est que moi, comme gars qui est étudiant en journalisme, ça, je regarde ça, je trouve ça, comme je te dis, je trouve ça intéressant de vivre une société où depuis, à cause, entre autres, forcé par la pandémie, il y a tellement de changements qui sont arrivés. La technologie, la science, on a réussi à développer des vaccins bien plus vite. Tu sais, il y a des choses impressionnantes. Donc, on a une société qui évolue vite. Mais dans le cas de l'intelligence artificielle, je suis obligé de me dire à qui ça va servir, pour qui c'est important. Puis de toute façon, on a une base comme être humain. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Jean-François, mais on est souvent allergique au changement. On n'aime pas ça quand ça change. Hein. Là, ça va changer vite en baptême. Oui, puis deuxièmement, c'est drôle parce que historiquement, les gens qui ont étudié en marketing, ils vont reconnaître ça. C'est que un principe en marketing, c'est de développer un produit en fonction des besoins. Hein? On va supputer des besoins pour une clientèle. On va dire, bon, je vais inventer mon produit puis je vais l'offrir en fonction des besoins sur le marché. Avec la technologie, c'est le contraire. On crée des produits et nos besoins sont générés. Le besoin crée l'organe. Ce qu'on fait, c'est que le produit est là et là, tout d'un coup, nos besoins apparaissent en fonction du produit qui est là. Il y a un nouveau iPhone qui sort. On n'a pas besoin d'un nouveau iPhone, mais on va acheter le nouveau iPhone parce qu'on tripe, parce que c'est tendance, parce que c'est mode. On se crée ce besoin-là et la technologie, dans l'histoire humaine, est un des secteurs qui favorise le plus la création artificielle de besoins. Et on le vit, et l'intelligence artificielle va nous le faire découvrir encore plus dans les prochaines années. Il y a des entreprises qui vont tellement avoir peur d'être dépassées qu'on va chercher des façons de créer et d'adapter le plus possible l'intelligence artificielle dans nos vies, dans notre offre de service, mais également dans la vie des citoyens. Avant qu'on se laisse, je vais te faire entendre un autre petit montage lié au ChatGPT, juste sonore. Un autre 5 secondes de Pierre Poilievre, qui est le chef de l'opposition fédérale, donc du Parti conservateur, et qui parle justement, là, évidemment, tu comprends que le texte a été fait par un geek qui travaille avec Jeff le jeudi, mais c'est lié à Jeff, mais juste te montrer aussi en 5 secondes. Puis, comme je te dis, c'est pas encore complètement avancé, mais je trouve que c'est assez impressionnant qu'est-ce qu'on peut faire. Hi, Radio Pirate crew. This is Pierre Poilievre. I'm very happy to be able to send you this quick audio message today. You're doing an incredible job in bringing news to your listeners and analyzing it with a calm and level head. We need more balanced media like Radio Pirate and less corrupt, disinformation-filled media like the CBC. Radio Pirate is the best independent podcast out there. And Jeff, Jerry, and Mr. White are deconstructing the news in an honest way. Go Freedom Convoy, and let's all work together as Canadians to remove Trudeau when the next election comes up. Whoa, Pierre, you are not supposed to say these things. The Freedom Convoy was the scariest thing to happen to Canada since I met the guy on the street giving away free hugs. I had to catch COVID and even run away to my chalet in British Columbia. You even saw multiple memes that showed me hiding under my bed or asking Melanie Jolie, Sophie, if the truckers were gone. Thankfully, my buddies at the CBC were able to show those crazy multi-ethnic dancing, jacuzzi bathing mob that giving out free food, dancing, and helping each other are not values we hold dear as Canadians. I could go on, but don't listen to Pierre. He's a very big, mean guy. I'm scared of him, but don't tell him. And what's wrong with Radio Pirate and Jerry recommending good wines and being a great storyteller? Mr. White making a kick-ass job producing such a professional podcast without the $1.2 billion like the CBC has? And Jeff,
Oh, Jeff, I'm tired of your smart analysis and forecasting events that have not yet happened. You are thinking too much and should rely more on my controlled media to... As-tu idée? 5 secondes de Trudeau, 5 secondes de Poilievre, tu t'envoies un texte que tu veux, tu choisis ce que tu veux faire dire à ces gens-là. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui pogne ça on the fly, qui sait pas, que ça n'a pas été présenté puis qui le pogne en plein milieu. Tabarouette! Là, on voit bien, là, évidemment, volontairement, ils ont mis ça très promo pour qu'on comprenne que ça se peut pas, là. Mais moi, en tout cas, personnellement, je me dis, wow! Je suis vraiment impressionné. Je suis flabbergasté. Tu connais-tu le nom du logiciel? C'est pas ChatGPT. Non. Ben oui, c'était fait par ChatGPT. Oui, c'était fait. Mais si tu veux ça, je t'écrirai, je vais le faire parce que on enregistre au moment où on se parle, on est le 10 mai, donc mercredi. Demain, je vais comme jeudi matin, je vais toujours à Radio Pirate, puis je vais poser la question. Parce que c'est intéressant, puis l'évolution de ça, c'est juste sonore, mais ce qui m'impressionne, c'est 4-5 secondes. Puis je me dis tout le temps, si on avait eu ces appareils-là quand on faisait le zoo et la jungle, les montages, ça aurait pris 3 minutes, ce qui prenait 4-5 heures. Mais l'évolution, c'est ça. Puis je suis pas contre l'évolution. Ouais. C'est juste que le nuage d'incertitude m'impressionne. Écoute, merci. Je me souviens, il y a une époque en passant. Une des phrases clés qu'on me disait tout le temps, c'est « Nobody knows you're a dog on the Internet ». Tu n'as aucune idée qui est la personne en face de toi sur Internet. Et c'est tellement vrai plus que jamais. On voit apparaître ces phénomènes-là et la mascarade devient tellement facile. Tu peux tellement être n'importe qui, n'importe quoi. Donc, il faut se méfier. Oui, il faut se méfier. C'est pour ça que je voulais le faire entendre aux gens qui nous écoutent dans le podcast pour dire, écoutez, c'est 4-5 secondes d'extrait de Trump, 4-5 secondes d'extrait de Poilievre et de M. Trudeau, puis tu mets un texte, puis crime. Honnêtement, tu es d'accord que c'est assez proche, là? Oui, mais c'est-tu vraiment Gilles à qui je parle? Oui, il y a un thème, là. Il y a un thème. Salut Jean-François, merci beaucoup. Salut mon vieux. Salut, bonne journée. Jean-François Dumas d'Influence Communication.